Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la structure du corps humain. Dans celle-ci, nous allons parler des protéines et des enzymes. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les hydrocarbures, aussi connus sous le nom de glucides, et les lipides. Dans cette vidéo, ce sera les protéines. Et il nous restera ensuite à discuter des acides nucléiques dans une autre vidéo. Alors sans plus tarder, allons-y avec les protéines. Donc c'est quoi une protéine? C'est un type de macromolécule composé d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés liées entre eux par des liaisons peptidiques formant une chaîne polypeptidique, aussi connue sous le nom d'un polypeptide. Ouf, c'est toute une phrase. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la première chose qu'on aurait besoin de comprendre, c'est quoi un acide aminé? Alors, je vous présente ici un acide aminé générique, c'est-à-dire la structure qui est juste ici peut varier. Dans le monde des acides aminés, il y en a 20 différents acides aminés. Les voici. Alors, alanine, valine, tryptophane, lysine, etc. Et on peut remarquer qu'ils ont tous cette structure juste ici, dans le rectangle gris. Ce qui change, c'est cette partie ici en blanc d'un acide aminé à l'autre. La partie dans le rectangle gris, c'est cette partie juste ici, avec un bout carboxylique et un bout aminé. Aminé veut dire qu'il contient de l'azote. Et le groupement carboxyle ici au bout, c'est un acide. Alors nous avons littéralement un acide aminé. Et il y en a une vingtaine. Toutes les protéines au monde sont faites à partir de ces 20 acides aminés. Comment est-ce possible que toute la biodiversité sur la planète soit faite à partir de seulement 20 différents acides aminés? Bien, les acides aminés vont s'attacher ensemble pour former des chaînes qu'on va appeler des chaînes polypeptidiques. Pourquoi poly? Bien, plusieurs quoi? Plusieurs liaisons peptidiques, et les liaisons peptidiques sont les liaisons chimiques qui tiennent les acides aminés ensemble. C'est juste le nom qu'on donne à la liaison peptidique. Et comment est-ce qu'on peut avoir tant de biodiversité? Bien, premièrement, la longueur de la chaîne peut varier d'une protéine à l'autre, et aussi l'ordre dans lequel on place les acides aminés va faire des différentes chaînes polypeptidiques et donc former une multitude de différentes protéines. Alors, tout comme en français, je peux utiliser des lettres pour former des mots, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est changer l'ordre des lettres et je peux former des différents mots. En plus, je peux ajouter des lettres pour former des nouveaux mots. Et contrairement aux lettres et aux mots, on a beaucoup moins de restrictions. Un mot doit être prononçable, il doit y avoir une certaine syntaxe appropriée. Mais dans le monde des acides aminés, on peut avoir le même acide aminé qui se répète 5, 6, 7, 8, 10 fois de suite, tandis qu'une lettre qui se répète 5, 6, 10 fois de suite, ça ne fonctionne pas. Alors, autant qu'on peut former de mots variés en français, on peut former encore plus de différentes protéines avec nos acides aminés dans les chaînes. Donc, si on revient à notre définition de tantôt, macromolécule voulant dire une grosse molécule, plusieurs acides aminés dedans, ils sont attachés par des liaisons peptidiques pour former des chaînes. Alors, si on regarde ici, j'ai un acide aminé spécifique. Il manque des atomes parce qu'elle a déjà formé une chaîne. Donc, elle va s'attacher à un autre acide aminé, qui va s'attacher à un autre, ainsi de suite, pour former de longues, ça continuerait ici pendant longtemps, de longues chaînes polypeptidiques. Ces longues chaînes peuvent avoir une multitude de différentes formes, et une fois qu'elles sont formées, l'acide aminé qui est ici pourrait aller faire une liaison avec un autre acide aminé ailleurs dans la chaîne, et éventuellement, cette longue chaîne linéaire va former une boule qu'on appellera protéine. Alors, la différence entre chaîne polypeptidique et protéine, c'est que une chaîne polypeptidique n'a pas encore de forme spécifique, tandis que la protéine, c'est une boule en 3 dimensions qui a une forme spécifique. Et ce qui est très, très, très important, c'est que la chaîne en question, la chaîne spécifique à une sorte de protéine, va former une sorte de boule spécifique et la forme de cette boule, très, très important ici, la forme de la protéine détermine ce que la protéine va faire. Alors, quelques exemples de modèles 3D de protéines, juste ici, des images que j'ai volées sur Internet. Je ne pourrais même pas vous dire quelles sont ces protéines,
mais vous avez 15 différentes protéines ici, et ces protéines-là auraient 15 différentes fonctions à cause qu'on a 15 différentes formes. Et parlant de fonctions, quelques exemples de fonctions que les protéines ont dans le corps humain ou dans un corps en général. Bien, nous avons déjà vu comme genre dans une membrane plasmique que certaines protéines sont là pour assurer une certaine structure, une certaine forme à la membrane. D'autres protéines joueraient plutôt un rôle de mobilité, par exemple dans nos muscles, quelque chose qu'on verra plus tard. Deux protéines très importantes dans la contraction d'un muscle, l'actine et la myosine. Certaines protéines sont impliquées dans la régulation de certains systèmes, de certaines structures ou de certains organes dans le corps humain. Certaines protéines agissent sous forme d'hormones dans notre sang ou dans notre corps en général. Il y a des protéines qui sont impliquées dans la coagulation. Si vous ne savez pas c'est quoi la coagulation, on verra en détail plus tard, mais c'est empêcher notre sang de couler sans arrêt de nos vaisseaux sanguins. Des protéines indispensables jouent un rôle dans ce processus. Et un dernier exemple, il y a des protéines qui agissent en tant que catalyseurs. Les catalyseurs, c'est des substances qui accélèrent des réactions chimiques. Les protéines qui font ceci sont une forme très importante de protéines qu'on verra dans quelques instants. Ce sont les enzymes. Alors, toutes les enzymes sont des protéines, malgré que pas toutes les protéines ont la fonction catalyseur. Alors, allons-y avec les enzymes. Je répète, toutes les enzymes sont des protéines qui accélèrent une réaction chimique. Alors, ce sont des protéines catalytiques. Une fois que l'enzyme aura fini d'accélérer la réaction chimique, l'enzyme n'est pas modifiée par le processus, elle peut se virer de bord et faire la même chose à d'autres composés ou d'autres molécules. Éventuellement, les enzymes deviennent usées ou brisées et ont besoin d'être remplacées. Notre corps a la capacité d'en produire des nouvelles. Quelques termes ou définitions ici. Nous avons d'abord, évidemment, l'enzyme. N'oubliez pas que c'est une boule trois-dimensionnelle complexe faite d'acides aminés. Ici, on le représente avec un modèle géométrique simple. L'endroit sur l'enzyme où va venir s'attacher la molécule qu'on va transformer, c'est ce qu'on appelle le site actif. Alors, c'est bien nommé, c'est l'endroit ou le site où ce qu'on va avoir de l'action. Alors, c'est le site actif. La molécule sur laquelle va agir l'enzyme se nomme substrat. Donc, substrat est quasi synonyme avec réactif. La différence, c'est que l'emploi du mot substrat va spécifier que dans la réaction, il y a des enzymes impliquées, tandis que d'autres réactions qui se font sans l'action d'enzymes, on parlerait seulement de réactif. Alors, le substrat va venir s'attacher au site actif, l'enzyme va accélérer la réaction, que ce soit de briser le substrat en deux morceaux ou que ce soit d'attacher deux substrats ensemble. Une fois que l'enzyme aura fini sa réaction, elle va relâcher les produits et elle peut ensuite aller faire la même chose sur d'autres substrats du même type. Alors, à cause que le site actif a une forme qui est spécifique au substrat, pas n'importe quelle enzyme peut accélérer n'importe quelle réaction chimique. On parle de la spécificité du site actif à son substrat. Et un dernier terme, lorsque l'enzyme et le substrat sont attachés ensemble, toute la structure, c'est ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. Alors, la prochaine question, c'est comment exactement est-ce que l'enzyme fait pour accélérer la réaction chimique? Bien, si on s'imagine la réaction chimique ici, AB, le composé AB, qui va se faire briser en morceaux en A et B par une enzyme, on pourrait s'imaginer ce diagramme pour expliquer le processus. Alors, vous avez l'enzyme avec son site actif, le substrat qui est AB, attaché ensemble par une liaison chimique. Le substrat va entrer dans le site actif pour donner un complexe enzyme-substrat. L'enzyme va faire en sorte que l'énergie nécessaire pour briser la réaction chimique, ce qu'on appelle l'énergie d'activation, on aura besoin d'une moins grande quantité de cette énergie d'activation pour briser la liaison chimique. Alors, vu que l'énergie qui est nécessaire pour briser cette réaction vient de l'environnement externe, il y a une certaine quantité qui est nécessaire pour briser la réaction chimique. Si on a moins besoin d'énergie, la réaction va aller plus vite parce que ça prend du temps à absorber la quantité nécessaire d'énergie pour que la réaction se produise. Si on en a besoin de moins, ça va aller plus vite. Une fois que l'enzyme aura terminé, boum, on relâche les produits et l'enzyme peut recontinuer le processus fois et fois et fois après. Maintenant, les enzymes ne fonctionnent pas sans faute dans le corps humain ou dans les organismes vivants en général. Il y a certaines choses qui vont faire accélérer davantage la réaction enzymatique, mais pas de façon infinie. Le premier facteur qui va affecter nos réactions enzymatiques, c'est la température. Alors, on peut voir ici une courbe de vitesse de l'action enzymatique.
Comme toute réaction chimique en général, plus on chauffe, plus les particules ont de l'énergie, plus l'énergie va faire en sorte qu'il y a des collisions entre ces particules-là, et donc la réaction va plus vite. Ça, c'est pour les réactions chimiques en général. Alors, on peut voir ça ici aussi avec les réactions enzymatiques, mais à un moment donné, on frappe un certain point où la température est trop excessive et l'action enzymatique devient nulle. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est, si vous vous souvenez bien, les enzymes sont des protéines, donc des boules d'acides aminés en 3 dimensions avec une forme spécifique. Et comme n'importe quelle molécule, quand on chauffe, ces acides aminés-là vont acquérir plus d'énergie et veulent bouger plus. Donc, elles vont vouloir se distancer les unes des autres et on va donc changer la forme de la boule. Maintenant, si cette région ici, c'était le site actif, puis n'oubliez pas que le site actif est spécifique à une sorte de substrat, la boule a changé de forme, le site actif a changé de forme lui aussi, et donc l'enzyme ne pourra plus faire son travail. Elle devient inutile. Ça, c'est une enzyme qui n'est pas morte parce qu'elle n'a jamais été vivante. C'est une enzyme qui est dite dénaturée. Donc, le processus de la transformation de l'enzyme dans une boule moins compacte avec une différente forme, c'est ce qu'on appelle la dénaturation de l'enzyme. Pas la destruction de l'enzyme, pas la mort de l'enzyme, mais la dénaturation. L'enzyme perd sa forme naturelle. L'inverse est vrai aussi. Si on refroidit trop l'enzyme, bien là, les acides aminés vont se rapprocher et on aura le même effet, sauf dans la direction inverse, mais on va quand même avoir dénaturé la protéine et elle ne pourra plus faire son travail. Donc, la température affecte les réactions enzymatiques, accélère au début, mais quand on frappe un certain point, la réaction ralentit drastiquement ou peut même arrêter. Et ce point-là, pour le corps humain, c'est la température optimale du corps qui est de 37,5 degrés Celsius, plus ou moins. Un autre facteur qui affecte les réactions enzymatiques, c'est le pH. Maintenant, un graphique de fonction enzymatique optimale pour un pH spécifique pourrait ressembler à ceci. Quand le pH est trop faible, la fonction enzymatique est minime. Et quand le pH est trop élevé, la fonction enzymatique est minime. Donc, on a un fonctionnement optimal où le pH doit être dans les environs de 6 à 8. Maintenant, cette cloche pourrait être déplacée un petit peu à droite, un petit peu à gauche, dépendamment de la sorte d'enzyme. Il y a des exceptions, mais généralement, les enzymes préfèrent un pH autour de neutre, malgré qu'un exemple qu'on verra dans le système digestif, la pepsine, elle a une couple d'exceptions. D'abord, son nom ne finit pas avec ase et elle fonctionne à un pH d'environ 1 ou 2. Et non, ce n'est pas l'enzyme qui digère le pepsi, c'est une enzyme qui digère les protéines elles-mêmes. On peut voir ici le préfixe PEP, qui vient de peptidique, le nom de ces fameuses liaisons entre les acides aminés des protéines. Donc, la job de la pepsine sera de briser la liaison chimique entre 2 acides aminés. Et elle fonctionne dans l'estomac, et le pH dans l'estomac, lors d'un repas, va frapper les 1 ou les 2. Donc, encore une fois, quand le pH s'éloigne du 6 ou du 8, devient trop acide ou trop alcalin, il y aura dénaturation de l'enzyme et elle ne pourra plus faire son travail. Le dernier principe de cette leçon, ce sont les inhibiteurs enzymatiques. Alors, inhibiteur veut dire arrêter ou ralentir. Donc, inhibition ne veut pas toujours dire que ça arrête, mais ça va définitivement, au minimum, ralentir la réaction chimique. Donc, si nous avons ici encore une enzyme et son substrat, son site actif a une forme spécifique qui permet d'accueillir le substrat et d'accélérer la réaction chimique. Donc, ça, c'est le fonctionnement normal enzymatique. Les inhibiteurs, il y en a de toutes sortes, mais ils rentrent essentiellement en 2 catégories. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les inhibiteurs compétitifs, qui sont des molécules, des substances, des médicaments, des drogues, qui vont venir prendre la place du substrat dans le site actif. Et donc, tant et aussi longtemps que l'inhibiteur est présent dans le site actif, l'enzyme ne peut plus accueillir de substrat, l'enzyme devient inutile. Elle ne peut plus accélérer la réaction chimique et donc cet inhibiteur va créer une inhibition. Il est appelé compétitif car il va compétitionner pour le substrat dans le site actif.
Alors, faites-vous imaginer une course ici. Lequel des deux va rentrer dans le site actif en premier? Si c'est le substrat, l'enzyme pourra faire sa job. Si c'est cette molécule ici, médicament, substance chimique, drogue, etc., l'enzyme ne sera plus capable de faire son travail, donc sera inhibée. L'autre sorte d'inhibition enzymatique, c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs non compétitifs. Alors ici, ce qui est arrivé, l'inhibiteur, c'est encore une molécule, médicament, drogue, substance chimique, peu importe, qui va venir prendre une autre place sur la protéine, sur l'enzyme, et la liaison chimique de cet inhibiteur va déformer la protéine. Elle ne sera pas dénaturée parce que si l'inhibiteur est enlevé d'une façon ou d'une autre, elle va pouvoir reprendre sa forme, contrairement à la dénaturation qui est permanente. Ici, on accomplit la même fonction qu'ici. On empêche l'enzyme de faire son travail, mais l'inhibiteur ne va pas prendre la place du substrat dans le site actif. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça non compétitif, parce que les deux molécules ne font pas compétition pour le site actif. Ce n'est pas une genre de course comme tantôt. Mais le résultat final sera le même. On aura une action enzymatique ici qui devient nulle. L'enzyme n'est plus capable de faire son travail, donc il y a inhibition. Ceci termine notre petite vidéo sur les protéines et les enzymes. Bonne fin de journée!